Bienvenue dans ce nouveau podcast. On a le très grand plaisir d'accueillir à programmer donc Frédéric. Frédéric, merci à toi d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Bonjour François, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Donc je m'appelle Frédéric, je travaille chez Théodo depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé en tant que développeur et j'ai pu être amené à travailler sur plusieurs missions pour Théodo qui développe des applications web pour des clients d'industries diverses et variées en France. Aujourd'hui, au sein de Théodo, 5 ans après, j'ai pu monter ma propre équipe de développement spécifiquement experte sur le développement d'applications serverless, donc en utilisant les technologies serverless pour répondre aux besoins de nos différents clients. D'accord. Alors, aujourd'hui, on t'accueille, on va discuter quelques minutes avec toi. Alors, non pas pour ton travail, effectivement, dans la boîte, mais plus spécifiquement sur un événement qui aura lieu à Paris dans quelques jours. Donc, c'est le Serverless Day. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de l'événement et comment l'événement est né ? Oui, tout à fait. Donc, les Serverless Days, c'est une marque d'événements qui existe dans le monde entier, mise à disposition pour des communautés locales qui souhaitent organiser un événement physique visant à fédérer la communauté tech serverless de la partie géographique dans laquelle l'événement s'organise. Les Serverless Days, ils existent depuis 2014, mais les Serverless Days Paris sont nés en 2020 à l'occasion d'une première édition qui a eu lieu en 2020, organisée par Théodo. Cette première édition a dû se faire en remote à cause des conditions sanitaires. Et depuis 2021, les Serverless Days Paris sont un événement physique une fois par an. Donc aujourd'hui, on va organiser la deuxième édition qui aura lieu le 22 juin. Et cette deuxième édition, on l'organise à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. Un lieu de fête parisienne très connu et qu'on utilise pour le coup, pour la journée, pour pouvoir réunir plein de passionnés et d'experts du serverless autour d'une journée dédiée à des conférences d'experts venant de toute l'Europe pour venir nous parler de sujets relatifs au serverless. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans l'événement ? Alors, évidemment, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, mais est-ce que c'est aussi l'occasion de dresser un petit peu l'état de l'art actuel du serverless et de donner un petit peu de prospective et puis aussi un petit peu de roadmap ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la journée s'ouvre avec un talk d'An Stanley, qui est l'un des fondateurs du mouvement Serverless Days dans le monde, avec le premier Serverless Days qui a eu côté outre-Manche au UK. Et Stan va venir nous faire, va venir nous faire l'état des lieux du serverless aujourd'hui, en 2022. Ce qui s'est passé chez les grands cloud providers en termes d'offres, de catalogue de services serverless, quelles sont les problématiques actuelles existant toujours dans ce paradigme-là, et où est-ce qu'ils pensent que la mouvance va continuer d'évoluer. Quelle est un petit peu l'audience que l'on va retrouver ? C'est pas que du dev. Alors tout à fait, on va avoir bien entendu une audience technique qui vient à l'événement pour repartir de là avec des clés qu'elle pourra concrètement implémenter dès le lendemain dans une architecture existante serverless. Mais on a aussi des décideurs qui viennent se renseigner sur les évolutions du marché et voir où en est la technologie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, quels sont les éléments importants de la technologie qui pourraient les aider à résoudre les problèmes existants dans leur équipe de développement actuellement. D'accord. Alors, on discutait en préparant un petit peu ce podcast ensemble que, effectivement, il y a quelques années, on parlait énormément de serverless partout, voilà. Donc ça, c'était il y a 3-4 ans. Et on a l'impression aujourd'hui que ça se tasse un petit peu, alors que lorsqu'on regarde effectivement, comme tu parlais des gros providers, des gros fournisseurs cloud, effectivement, tout le monde s'y met aujourd'hui, ça c'est clair. Est-ce que tu constates aussi ce tassement, ou est-ce qu'au bout du compte, c'est un marché qui rentre dans d'autres types d'architecture ou d'approche, et donc en fait ils se font tout naturellement avec ce qu'on va retrouver dans son environnement IT? Alors le terme, le buzz qu'il y a eu autour du serverless, il date entre 2007 et 2020. Et effectivement, la technologie était très jeune à ce moment-là, mais poussée par des géants comme AWS, GCP ou Azure, qui du coup ont quand même des rouleaux compresseurs marketing qui permettent de rapidement
faire connaître une technologie sur le marché. Effectivement, à cette époque-là, c'était très anecdotique, la présence d'infrastructures utilisant le paradigme serverless pour des applications en production. Aujourd'hui, c'est plus du tout anecdotique. Et d'ailleurs, pour te faire l'état des lieux de cette vision du serverless, je me base pas sur uniquement mon expérience, qui représente une toute petite partie en termes de visibilité sur l'écosystème, mais plutôt d'un rapport qui est émis tous les ans par Datadog, qui est une solution d'instrumentation de workload en production, et qui tous les ans publie un rapport sur l'état des lieux du serverless dans le monde entier, sur l'ensemble des infrastructures qu'ils monitorent avec leurs outils. Et la première conclusion à laquelle ils sont arrivés pour le rapport de 2022, qu'ils ont sorti il y a quelques semaines, c'est qu'il y a la moitié des organisations dans le monde entier qui ont au moins adopté un service serverless d'un cloud provider. Donc on est sur du 50% de gens dans l'écosystème tech, grandes boîtes, petites PME confondues, qui aujourd'hui utilisent au moins un service serverless. D'accord. Alors ça, c'est déjà effectivement une bonne nouvelle. Par contre, effectivement, je présume que durant toute cette journée de conf, on va avoir un autre mot-clé qui va dire que le serverless n'est pas une fin en soi, tout comme Kube n'est pas une fin en soi, comme les conteneurs ne sont pas une fin en soi. Je présume que le serverless aujourd'hui vient en complément, vient appuyer d'autres approches au niveau architecture, ou en tout cas au niveau infrastructure, non ? Le serverless, c'est un paradigme. Donc, de toute façon, je le mettrai jamais en opposition avec soit d'autres frameworks de développement applicatif qui existent, des langages en spécifique, ou même le fait que le serverless devienne l'architecture clé de l'ensemble d'une infrastructure, d'une application. Plus le temps passe et plus les catalogues de services serverless sont étoffés avec des services spécialisés qui répondent à des problématiques qu'un an plus tôt, aucun service serverless pouvait adresser de façon efficace. Je pense qu'on va quand même voir dans l'industrie de plus en plus de serverless dans des endroits à différentes infrastructures, dans différents éléments de l'architecture d'une application. Mais ce sera pas forcément du 100% serverless. Ce sera toujours en fonction de ce qui drive la résolution de problèmes. Ça peut être une problématique de coût, donc soit coût d'infrastructure immobilisé à la fin du mois, soit coût des équipes que j'ai besoin de mobiliser pour opérer une application en production. Ça peut être des problématiques d'évolutivité, ça peut être des problématiques de scaling. Toutes ces problématiques-là, elles sont adressées par des technologies qui restent des moyens, pas des finalités, mais des technologies comme le serverless qui aujourd'hui permettent de les résoudre plus facilement. Un constat auquel on est arrivé aujourd'hui, quand même, c'est par exemple dans notre accompagnement de différents métiers au sein de Theodo, sur des clients qui viennent nous voir pour construire une nouvelle application, il y a peu de chances, il y a très peu de cas dans lesquels ça ne fait pas sens de les aider à démarrer leur application directement en serverless pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages-là sans avoir à se soucier d'opérabilité, de scalabilité, de sécurité sur des applications en production sur lesquelles ils cherchent à tester une idée de métier et du coup sur lesquelles il y a un focus beaucoup plus important là-dessus. Ça nous aide, nous, en tant que développeurs, à développer des applications plus rapidement. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu la partie, alors là, je vais plus parler du dev, mais on parle beaucoup de tout ce qui est no-code, low-code. Comment tu classerais un petit peu le serverless ? Le serverless, on le positionne souvent entre SaaS, donc vraiment des produits qu'on peut aller utiliser qui nous abstrait complètement la gestion de l'infrastructure et nous offre un service en échange d'un paiement mensuel ou même d'un paiement à l'utilisation, et du PaaS et du CaaS, donc Platform as a Service ou Container as a Service, qui sont des offres de services de cloud provider sur lesquelles on a la possibilité d'aller déployer un workload pour lequel on contrôle une certaine partie, c'est-à-dire typiquement la runtime, la version qu'on veut faire tourner de cette runtime-là, éventuellement certaines modifications sur l'OS qui va faire tourner notre applicatif. Donc le serverless, il se positionne vraiment entre ces deux mondes-là. C'est pas du tout sur la même échelle, tu le citais, du no-code ou du low-code, qui vont s'adresser à des gens qui ont peu de compétences techniques et qui souhaitent développer un workload en production rapidement. Le serverless reste du code, c'est de la configuration, donc c'est du code qui va être interprété au moment de provisionner une infrastructure, mais ça reste du code. Ça s'inscrit pas du tout dans une mouvance low-code ou no-code. D'accord. Et du coup, entre
Oui, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, je te laisse finir. Et du coup, entre CAS et PaaS d'un côté et SaaS de l'autre, le serverless, ça va être le fait de positionner le curseur au niveau de je veux vraiment une abstraction complète sur l'infrastructure sous-jacente nécessaire pour faire tourner mon applicatif. Donc, j'utilise des services managés sur lesquels je vais avoir pas du tout de gestion de la quantité de machines qui vont faire tourner mon application. Et par contre, je vais avoir quand même énormément d'options de configuration sur ces services que je vais utiliser. Ça va être l'ensemble de ces services-là, des services headless, donc ça veut dire sans front développé par le cloud provider pour nous permettre d'interagir avec. Ça va être des services qui vont être utilisables, provisionnables avec un set d'API HTTP, avec les SDK qui sont fournis avec, bien entendu. Des services qui sont utilisables avec un autre set d'API HTTP. Donc on est quand même sur des fonctionnements assez standardisés d'un service à l'autre. Et ils viennent se positionner vraiment en demandant en fait à une équipe de développement de ne plus écrire le code que le code nécessaire et spécifique au métier de l'application qu'on développe. D'accord. Alors, donc, on l'a dit, l'édition 2022, donc c'est le 22 juin. Tout à fait. Voilà. Alors, pour donner un petit peu envie à celles et ceux qui nous écoutent, quelles sont pour toi les 2-3 sessions qu'il faudrait suivre absolument ou tendances qu'on verra durant cette journée? Alors, je sais que c'est jamais évident, mais voilà. Est-ce que tu as quelques petites sessions comme ça qu'il faut mettre en avant ou en tout cas qui méritent vraiment d'être vues? Alors, les Serverless Days Paris, c'est un événement agnostique de cloud provider tout autant que de langage ou de spécificité à une équipe de développement. Donc, il faut savoir que l'événement, il s'adresse tout autant à des gens qui travaillent aujourd'hui avec Azure, avec GCP, avec Cloudflare ou avec AWS. Et ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus, puisque le but du jeu des Serverless Days Paris, c'est vraiment de réunir plein d'écosystèmes tech différents, donc d'équipes de développement qui travaillent avec du Go, du TypeScript, du .NET, de les réunir, quel que soit le cloud provider avec lequel elles travaillent ou quel que soit le langage avec lequel elles travaillent. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais un des talks d'ouverture de Hans Stanley, qui est le cofondateur des événements Serverless Days dans le monde, et qui vient nous parler de où était le serverless sur les dernières années, quelles sont les choses acquises du paradigme et quels sont les travaux restants à faire, et du coup, dans quelle direction le paradigme va se projeter. Ça peut être un talk super intéressant. On a Shin Brizal aussi, qui nous vient des UK, qui est un engineering manager dans le groupe Lego, le groupe Lego, qui est un fervent utilisateur des technologies serverless, qui vient nous parler de tous les avantages à faire du serverless, surtout en termes de sustainability, qui est un sujet d'époque et très important aujourd'hui pour les équipes de développement. Vu la quantité de nouvelles applications qui se créent tous les jours, c'est important de le faire en essayant de minimiser son impact carbone. Et on va voir comment le serverless, différentes offres des différents providers permettent d'atteindre une meilleure sustainability et des plus petites émissions pour le développement d'une même application. Donc ça, c'est un autre talk que je recommanderais énormément. Et enfin, on a des talks de la communauté française, comme le talk de Juliette Odema, qui travaille chez Aircall, et qui, elle, vient nous partager, par exemple, son retour d'expérience en tant que développeur qui travaillait pas du tout dans le paradigme, a été plongée au sein d'Aircall dans une stack serverless, les différences qu'elle a vues par rapport à son contexte de développement précédent, et les efforts qu'elle a dû faire pour pouvoir se former sur la technologie, les choses qui lui ont semblé bizarres et ce qui lui reste à faire, les conseils qu'elle donnerait à une équipe qui aujourd'hui fait pas de serverless pour pouvoir rentrer dans le paradigme. Donc ça, c'est ce genre de talk-là qui peut vraiment aider des gens qui se posent encore des questions vis-à-vis du serverless, de savoir comment ça se concrétise réellement dans une équipe de développement et est-ce que l'ensemble des bénéfices qui sont mis en avant par une stack serverless sont vraiment au rendez-vous une fois qu'on a développé son application avec. Ça peut être des talks qui donnent des réponses à ces éléments-là. Ok, super. Et bien entendu, on pourra faire un petit peu de réseautage et voir un petit peu ses camarades de code et échanger des idées avec les speakers, évidemment. Oui. Voilà. Très très bien. Écoute, puis surtout en espérant qu'il fasse beau, mais ce sera encore mieux.
Écoute, un grand merci à toi, merci de ces précisions, et donc rendez-vous au Serverless Day, donc le 22 juin. Tu nous rappelles le début de la conf et le lieu? Alors, la conf commence le 22 juin à 9h. Les portes ouvrent à 9h. Ils sont à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. On finit la journée vers 21h. Il y aura un petit apéro prévu en fin de journée avec tout le monde. D'accord, très bien. Si vous voulez plus d'informations sur le programme et les speakers dont j'ai pas pu parler aujourd'hui, on y a un site internet avec l'ensemble de ces informations-là et la billetterie. Il nous reste encore quelques places pour les dernières personnes qui ne se seraient pas décidées. Tout est disponible sur paris.serverlessdays.io. Ok, super. Frédéric, un grand merci à toi. Et puis donc, rendez-vous le 22 juin. Avec grand plaisir. J'ai hâte de pouvoir discuter avec tout le monde. Merci François.